Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Lancement officiel ce jour par le ministre de la Santé, Benjamin Runkpati, de la campagne Zéro palu, je m'engage, zéro palu, les entreprises s'engagent. Le point de la cérémonie est à suivre dans un instant. Plus de structures illégales de collecte de fonds au Bénin, les acteurs de la microfinance ont décidé d'en faire leur cheval de bataille au cours de la quinzaine de l'assainissement de la microfinance lancée ce jour. Et puis, un nouveau vaccin contre le coronavirus serait efficace à 94,5%. Le laboratoire Moderna en est l'auteur. Merci pour l'attention. Cérémonie d'ouverture dans la matinée de ce mardi de la quinzaine de l'assainissement de la microfinance. Acteurs du secteur de la microfinance feront l'état des lieux pour lutter contre les structures illégales de collecte de fonds. Carnot François Mbede Rintor, Romaric Devochi. Assainir le secteur de la finance décentralisée est le but poursuivi par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés à travers l'organisation de la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance sous le leadership du ministre de tutelle. L'organisation de cette quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance entre dans le cadre des nombreuses actions de veille, de sensibilisation mises en œuvre par le Comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance sous l'impulsion du ministre chargé des Finances. Ayant en mémoire l'impact social négatif causé par la prolifération des structures illégales de microfinance, la tenue de cette activité n'est donc pas anodine selon la directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Donc c'est à juste titre que nous saluons l'organisation de cette activité. Je voudrais ici féliciter et saluer le leadership du ministre de l'économie et des finances qui, en collaboration avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, lutte inlassablement pour l'assainissement du secteur. Les actions menées dans le cadre de l'assainissement du secteur de la finance décentralisée de 2012 à 2020 ont été rappelées par le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances lors de son allocution d'ouverture. En 2013, le comité a procédé à la fermeture de 6 structures illégales de microfinance à Abomey-Calavi, à Cotonou et à Porto-Novo. De 2015 à 2017, le comité a dénoncé auprès de la brigade économique et financière 13 structures illégales identifiées dont la majorité a été fermée et leurs promoteurs ont fait l'objet de poursuites et d'emprisonnement. En 2017, le comité a fermé 3 structures illégales dans les communes de Cotonou et Porto-Novo. Sur la période, notre comité a tenu 2 types de sessions délocalisées assorties de sensibilisation à l'endroit des élus locaux et communaux au niveau départemental, dans nos préfectures, dans tout le pays et au niveau de certaines communes. Je vais citer Porto-Novo, Semepoudji, Abomey-Calavi, Ouida, Komé, Lokossa et Abomey. Au cours de cette quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance qui prendra fin le 27 novembre prochain, les acteurs du secteur auront à communiquer non seulement sur l'état des lieux de l'assainissement du secteur, mais également à sensibiliser les populations sur les nombreux défis qui s'opposent au secteur de la finance décentralisée. Le ministre de la Santé, Benjamin Runkpati, a procédé au lancement officiel ce jour de la campagne Zéro palu, je m'engage et Zéro palu, les entreprises s'engagent à Cotonou. Objectif, mettre fin au paludisme qui constitue la première cause de décès au Bénin. Laurent Toneikes, Fiacre Voitan.
400 000 décès en 2018 et plus de 90% survenus en Afrique subsaharienne, c'est le triste bilan du paludisme malgré les efforts faits. L'année dernière, 3 234 décès sont dus au paludisme au Bénin. Pour inverser cette tendance et mettre fin à cette maladie, la campagne Zéro Palu Je m'engage et l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent, ont été lancées ce mardi 17 novembre 2020 à Cotonou. En dehors des défis liés aux parasites, aux vecteurs et à l'environnement, nous devons faire face à un autre défi qui est celui du comportement, qui fait qu'aujourd'hui, le paludisme se présente comme une maladie du comportement, augmentant ainsi les difficultés pour son contrôle. Plus de 2 millions de cas dénombrés en 2018 au Bénin, entraînant l'absentéisme, la perte de la productivité, l'augmentation des dépenses allouées au traitement de personnes malades de paludisme, des conséquences liées au paludisme pour les entreprises. Le secteur privé béninois a intérêt donc à s'associer à la lutte contre cette maladie. Raison pour laquelle l'initiative de EcoBank Zéro Palu, les entreprises s'engagent, vient à point nommé pour créer le cadre idéal au secteur privé, aux directeurs de sociétés que nous sommes, aux pères et mères de famille que nous sommes, de jouer notre partition pour un Bénin exemple de paludisme. Le paludisme est la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et la première cause de décès depuis de longues années au Bénin. Des efforts consentis au plan mondial pour faire baisser le nombre de cas et de décès liés au paludisme au cours des 10 dernières années ont permis de sauver plus de 7 millions de vies et éviter plus d'1 million de cas. Mais la charge de morbidité et de mortalité du paludisme demeure toujours lourde. Et c'est pourquoi la Commission de l'Union africaine et le partenariat Rockback Malaria ont lancé à l'échelle du continent en juillet 2018, dans la dynamique d'une mobilisation plus accrue des ressources, le mouvement Zéro Paludisme Je m'engage. La campagne Zéro Palu Je m'engage que nous lançons ce jour vise d'abord à témoigner de la priorisation de la lutte contre le paludisme par les plus hautes instances de l'État béninois. Elle visa ensuite à apprécier les efforts, les défis et les succès de la lutte contre le paludisme au Bénin. Et enfin, elle vise à lancer un appel au secteur privé afin qu'il s'engage à participer de manière pérenne à la lutte contre le paludisme. Cette initiative adoptée par 55 chefs d'État et de gouvernement africains repose sur 3 piliers que sont l'engagement politique, l'engagement du secteur privé et l'engagement communautaire. C'est dans ce cadre que le groupe EcoBank et ses clients, en partenariat avec Speak Up Africa, ont enclenché le mouvement Zéro Palu. Les entreprises s'engagent avec une contribution inaugurale de 120 000 $, soit 60 millions de francs CFA. Le président de la République poursuit sa tournée nationale d'échange direct avec les populations. Les dimanches 15 et lundi 16 novembre 2020, Patrice Talon était avec les populations de Kouandé et de Natitengu pour l'exercice de réédition de comptes de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Ayat Foé pour le compte rendu. Après la visite des villes des départements du Borgou et de l'Alibouri, le chef de l'État, Patrice Talon, a foulé le sol du département de l'Atakora. L'escale de Kouandé a permis à la délégation de rencontrer les élus locaux, les têtes couronnées, les cadres, ainsi que les représentants des jeunes et des femmes. À cette étape de la tournée, les échanges ont essentiellement tourné autour de la question de la réalisation de la voie bitumée destinée à sortir Kouandé de son encavlement, mais également des différentes réalisations qui y ont été faites. La construction du stade de type moderne, dont les travaux sont actuellement à 63,23%. L'électrification de plusieurs localités à travers la DERMA. L'équipement en cours de la mini-réserie de Kouandé, l'acquisition à prix promotionnel de 18 tracteurs au profit de nos producteurs, l'aménagement des périmètres hydro-agricoles, la mise en place des semences, maïs, riz, etc., l'appui à l'équipement des centres de transformation de noix de cajou de Karité, la construction très prochainement de l'arène culturelle de Kouandé. Dans le secteur des infrastructures,
la commune est difficile d'accès, alors qu'un adage populaire dit que la route du développement passe par le développement de la route. À ce titre, il est important de vous dire combien le projet de bitumage de la route Kouandé-Kota, Péonko-Fabouré et celle de Birni, Kouandé-Guilmaro-Briamaru tiennent à cœur les populations de Kouandé. Dans la dynamique de faire des redditions de comptes aux populations durant sa tournée, Patrice Talon rassure les fils de Kouandé. La route Kota, Kouandé, Péonko, pour certains, c'est déjà fait, puisque nous avons commis une entreprise qui nous a soumis une offre et à laquelle nous avons placé toute notre confiance. Il est malheureux de constater que l'entreprise est défaillante. Elle n'a pas été capable de remplir les formalités financières et techniques qu'il faut pour démarrer ce chantier. Ce chantier est dans le programme du gouvernement. Et dans les semaines à venir, nous allons devoir attribuer ce chantier à une autre entreprise. Cap est ensuite mis sur la ville de Nati Tengou, où le maire Wende Yamatate a salué le bilan des actions du gouvernement dans la cité de Nanto. Depuis votre accession au pouvoir, vous n'avez cessé de gratifier Nati Tengou d'un certain nombre important de réalisations infrastructurelles. Les populations de Nati Tengou ont compris très tôt qu'elles ne s'étaient pas trompées de choix en mettant massivement votre bulletin dans les urnes au second tour des élections présidentielles de 2016. Elles sont aujourd'hui très fières d'être bénéficiaires du programme d'action du gouvernement et des courageuses réformes engagées grâce auxquelles, par votre leadership éclairé, la société béninoise connaît une transformation progressive de qualité. Les mauvaises pratiques se conjuguent aujourd'hui au passé et la nation est résolument mise au travail. Patrice Talon, en prenant la parole, a félicité la participation de chaque Béninois aux changements qui s'observent actuellement dans le pays. On peut observer que grâce à la synergie qui entre désormais les Béninois et leurs institutions et leur gouvernement, ce pays change déjà. Ce pays est déjà un autre pays. On peut en être fier. Certes, les uns et les autres n'ont pas encore les retombées à titre personnel individuel. Mais c'est en construisant le pays que chacun trouvera son compte. J'éprouve souvent une certaine fierté que parfois j'ai du mal à dissimuler quand dans les sommets internationaux, le Bénin est cité en exemple en ce qui concerne nos corridors. Il est souvent demandé aux autres États de s'inspirer de ce que fait le Bénin. Et ça, personne ne peut imaginer. C'est également l'occasion pour le chef de l'État d'exhorter ses hôtes à positivement modifier de comportement, gage d'un lendemain meilleur. Si nous parvenons à modifier le comportement de chacun de nous, nous aurions gagné 50% de ce qui permet le développement. Parce que l'homme est le seul responsable, est la seule compétence nécessaire pour transformer son environnement, pour transformer sa vie, pour obtenir le développement. Patrice Talon, en prenant congé des habitants de Nati Tengou et environ, a fait la promesse d'y revenir très bientôt. Après Kouandé et Nati Tengou, le président Patrice Talon était face aux populations de Materi, un moment d'échange qui a porté sur le développement de la localité. On retrouve Ayat Foué pour les précisions. Materi, la plus grande commune du département de l'Atakora, a également reçu la visite du président de la République. À l'entame des échanges directs entre Patrice Talon et la population de la terre des Kassa, le président de l'association de développement de cette commune, en souhaitant le bitumage de la principale route menant à Materi, a rappelé toute son importance. L'aménagement et le bitumage de cette voie desservira non seulement le chef-lieu de la commune, mais aussi reliera le Togo et le Bénin. Elle est d'une importance majeure pour une intégration régionale fructueuse pour les États de l'espace UEMOA
voire de la CEDEAO. Après avoir écouté les doléances des uns et des autres, le chef de l'État a révélé son programme de développement pour la commune de Materi. Ce que nous sommes en train de programmer, ce que nous sommes en train de faire, l'investissement qui est en cours pour le tourisme et indirectement pour Materi, c'est pour drainer des millions de touristes. Quand on veut construire l'aéroport de Cotonou, pour améliorer l'aéroport de Cotonou, les milliards qu'on investit là-bas, ça n'allait de rien. Une bonne partie, c'est pour le tourisme. C'est pour que les milliers de touristes qui viennent dans le parc. Parce que l'état de l'aéroport compte dans l'attractivité du pays, dans l'attractivité du parc. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que les uns et les autres vont commencer à découvrir, à faire pour gagner de l'argent, pour que toute cette zone devienne une zone de richesse touristique, pour que les gens gagnent de l'argent, pour que la mairie gagne de l'argent, et de sorte que Materi n'aura rien à envier, ni à Cotonou, ni à Parakou, ni à Bomé, ni à Porto Novo. Et ça, ayez confiance que dans mon cœur, dans ma raison, je sais que cette ville qui, en même temps, profitera des investissements du gouvernement mieux que quiconque. Par ailleurs, au rêve formulé des populations de Materi de se voir dotées d'un stade, Patrice Talon en a fait une évidente promesse avant de poursuivre sa tournée nationale vers d'autres destinations. Les risques d'inondation sont permanents au Bénin pendant les saisons pluvieuses. Les précipitations de la dernière saison de pluie dans le nord ont provoqué le débordement des eaux, ayant causé l'inondation dans des maisons et champs avec d'énormes pertes. Mais face à ces risques et catastrophes, quelle est la politique mise en œuvre? Est-elle à la hauteur des défis? Les moyens et les stratégies adoptées permettent-ils réellement de réduire les risques? Le docteur Séraphin Houedanou, géographe spécialiste de prévention des risques et gestion des catastrophes, y répond. L'État a une continuité, a mis en place certaines structures, certaines plateformes pour lutter efficacement contre ce fléau. Par exemple, nous prenons le décret 2011-864 du 30 décembre 2011 portant création, composition, attribution et fonctionnement de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique qui a été pris. Il y a le décret 2012-426 du 6 novembre 2012 et portant création, organisation, attribution et fonctionnement de l'Agence nationale de la protection civile et qui a mis cette agence dans son rôle d'exécution. Voilà. Nous avons aussi des outils qui ont été élaborés. Le plan ORSEC, par exemple, qui a été élaboré en 1987, édité en 1989 et actualisé en 2015. Il y a le plan de contingent national aussi qui a été élaboré, qui sont des documents. La plateforme dont j'avais parlé précédemment n'a pas des outils nécessaires, n'a pas les moyens nécessaires pour fonctionner. Il manque de moyens matériels, moyens financiers et moyens en matière de ressources humaines. L'Agence nationale de protection civile qui devait être mise dans son rôle de coordination est mise dans le rôle d'exécution. Ça l'empêche de bien fonctionner. Donc ces structures sont peu fonctionnelles. Il faut nécessairement que l'État prenne une mesure législative qui actualise, corrige cette disposition et qui prenne en compte ce risque dans la gestion de l'espace. Il faut des actions de communication et de renforcement des capacités. Et ces actions qui doivent comporter 3 aspects sectoriels, à savoir le profil des activités et des secteurs prioritaires, les domaines thématiques de renforcement des capacités, les questions spécifiques d'adaptation locale au risque d'inondation. Et ces actions ciblées, coordonnées, devront essentiellement s'articuler autour de l'information, de la formation et de l'assistance technique.
Actualité en dehors du Bénin, en France, les Gilets jaunes fêtent aujourd'hui leur deuxième bougie. 280 000 manifestants étaient dans les rues et ronds-points de France pour dire non à la taxe sur les prix du carburant. 2 ans après, qu'en est-il des revendications? Suivez ici les explications de nos confrères de RT France. Incompréhensible, complexe, confuse, voilà comment ont parfois été qualifiées les revendications des Gilets jaunes. Alors, pour apporter plus de clarté et de précision, le vrai débat voit le jour début d'année 2019. Cette plateforme numérique est lancée en réponse au grand débat national réclamé par Emmanuel Macron et qualifié à de nombreuses reprises de farce par de nombreux Gilets jaunes. Alors le vrai débat, c'est déjà une consultation démocratique citoyenne. C'est-à-dire qu'on a demandé, c'était ouvert sur tous les champs possibles de la société où les gens pouvaient s'exprimer, pouvoir proposer des solutions dans la société, des choses qu'ils voulaient voir venir, et puis surtout argumenter derrière pourquoi ils faisaient ces propositions-là. Donc c'est une consultation, une concertation citoyenne et démocratique, à mon sens, qu'il n'a jamais eu lieu dans ce pays aujourd'hui, contrairement au grand débat d'Emmanuel Macron, où voilà, les questions étaient ciblées, tout le monde n'était pas invité. Ça a été un grand oratoire pour lui lors de ce débat. Et puis surtout, à la synthèse du vrai débat, du grand débat, on ne l'a jamais eu. Donc contrairement à nous, ce qu'on a proposé pour le vrai débat, on a proposé une synthèse avec des propositions qu'on peut trouver sur levraidébat.fr. Le vrai débat, c'était 3 semaines de discussion, 25 000 propositions déposées et près d'1 million de votes enregistrés. Le résultat, 59 revendications, parmi lesquelles le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, le retour de l'impôt sur la fortune, la pénalisation et la lutte contre l'évasion fiscale qui coûte à la France 100 milliards d'euros par an, la fin des rémunérations et privilèges des élus après la fin d'un mandat, la prise en compte du vote blanc ou nul en tant que suffrage exprimé et invalidation d'une élection s'il est majoritaire, l'interdiction du LBD 40 et des grenades Glif 4 pour le maintien de l'ordre ou encore l'interdiction du glyphosate. Ces revendications font l'objet d'une pétition mise en ligne par Priscilla Ludowski. Près d'1 300 000 signatures ont été recueillies. On m'a fait passer pour le Français qui engage la sûreté de l'État, qui veut mettre à bas l'économie de la France. Non, non, non. On est juste là, essayer d'être des porte de voix pour rétablir l'économie de la poche des Français. Quand la poche des Français ira mieux, l'économie française ira beaucoup mieux. Beaucoup de promesses ont été faites de la part de Macron de pouvoir recevoir des gilets jaunes et de pouvoir discuter. À chaque fois qu'on envoie la liste des noms, on n'a aucun retour de sa part. On n'a jamais été crédibilisé et surtout on est surtout discriminé politiquement parlant. Aujourd'hui, un gilet jaune n'a pas le droit d'être dans la rue un samedi après-midi, surtout sur Paris. Aujourd'hui, les revendications sont plus que jamais d'actualité pour les gilets jaunes. Ils appellent à la convergence des luttes et espèrent être ralliés par ceux qui sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire, à savoir notamment les restaurateurs, les commerçants, les enseignants ou encore le personnel. Le laboratoire Moderna annonce que son vaccin contre le coronavirus sera efficace à 94,5%. Si l'espoir est là, le monopole des précommandes de doses par les pays riches fait polémique. Ne poussez pas, des vaccins, il y en aura pour tout le monde, enfin pour vous, si vous vivez en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump, féru de santé publique, a une bonne nouvelle à vous annoncer. Un autre vaccin annoncé, cette fois-ci par Moderna, efficace à 95%. Pour les grands historiens, souvenez-vous bien que ces grandes découvertes pour venir à bout de la peste chinoise se sont toutes révélées sous ma surveillance. Les Allemands Pfizer et BioNTech ont annoncé qu'ils vont produire 1,3 milliard de vaccins contre le Covid, efficaces à plus de 90% sur une cohorte de 43 538 volontaires. 200 millions ont été réservés par l'Europe, 100 millions par les États-Unis. Et puis, le Premier ministre japonais reçoit son homologue australien en jeu de la signature d'un accord de défense historique entre Tokyo et Canberra, un rapprochement au cœur de la mise en place d'une stratégie plus globale pour contrer la Chine.
Inde, Japon, Australie, États-Unis, alors que la Chine inquiète, les grandes puissances s'allient pour faire face aux géants asiatiques. À l'origine, une alliance née en 2007 et portant le nom de Quadrilateral Security Dialogue, ou Quad, dont le but est de promouvoir un dialogue stratégique entre ces 4 pays membres. Un partenariat informel qui entend contrer l'expansion chinoise dans la région, car entre ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale et le développement des nouvelles routes de la soie, Pékin et ses ambitions incitent ces 4 nations à faire bloc. Début octobre, les 4 ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à Tokyo en pleine pandémie, avec un objectif plus ou moins explicite. En tant que partenaire de ce quad, il est plus que jamais essentiel que nous collaborions pour protéger nos peuples et nos partenaires contre l'exploitation, la corruption et la coercition du Parti communiste chinois. Récemment, l'ordre international a été remis en question dans divers domaines et le nouveau coronavirus accentue cette tendance. Nous croyons en une région régie par des règles, non par le pouvoir. Nous croyons à l'importance fondamentale des droits individuels et à une région où les conflits sont résolus conformément au droit international. Le mantra du Quad, élaborer une stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. La région est une zone de transit névralgique pour le commerce mondial, riche en ressources naturelles, où se situent les intérêts de nombreux acteurs internationaux. Washington désire conserver une liberté de navigation absolue dans la zone. Tokyo cherche à s'affirmer comme puissance régionale de référence et appelle à bâtir une Asie élargie avec l'Inde et le Japon pour référents. La Chine, elle, s'impose de plus en plus comme le leader de la zone. Ce dimanche, porté par Pékin, un partenariat économique global incluant 15 pays d'Asie et du Pacifique a été conclu. Si le Japon et l'Australie en font bien partie, les luttes d'influence s'intensifient dans la région et une proximité accrue entre Canberra et Tokyo accentuerait un peu plus cette polarisation à l'œuvre dans le Pacifique. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain.